Alors, je suis née à Montréal il y a quelques années. Je suis née à l'hôpital Sainte-Mary's et j'ai habité dans ce même quartier où j'habite aujourd'hui, à Outremont, un petit peu plus haut. Mon papa était un industriel qui travaillait dans le bois en Abitibi, fils d'industriel, lumberman et lumberjack en même temps. Et ma maman a commencé par être une mère de famille à cette époque-là et peu à peu s'est intéressée, c'était une littéraire, elle a commencé à travailler avec des groupes et finalement elle a commencé à travailler avec des artistes, avec en particulier les gens qui travaillaient à l'école du meuble et ceux qui ont fondé une revue qui s'appelle Vie des Arts. Et j'ai oublié le nom d'ailleurs de celui qui l'a fondé. Et quand il est mort, elle a pris la relève et elle est devenue directrice de la revue de Vie des Arts pendant 35 ans. Donc c'était une personne qui était éveillée, qui était certainement féministe avant l'âge, même si ça s'est jamais prévalu de ça, et qui surtout nous a élevés en considérant que nous étions des humains et des individus. Et c'est un peu pourquoi je me suis retrouvée dans une situation où j'ai eu un choix à faire pour une profession sans même me poser la question de ce que j'allais faire. D'autre part, à cette époque-là, pour les filles, l'éducation, c'était plus l'éducation domestique, apprendre à faire la cuisine, tenir maison, la couture, etc., etc., etc. Et il y avait 3 institutions à Montréal où les filles avaient peut-être la chance d'apprendre autre chose. Et il y avait donc le Collège Marie de France, il y avait Sophie Barra, et il y avait une autre, Marguerite Bourgeois. Et donc, j'ai été au Collège Marie de France. Les gens de la commission scolaire et les religieuses ont beaucoup prié pour nous parce qu'on était des petites communistes. On allait devenir des athées, bien que, en fait, le Collège Marie de France était fondamentalement assez catholique, même s'il n'était pas... Et donc, j'ai été formée là, le cours français, et la qualité du cours français, c'était effectivement qu'on apprenait peut-être pas tellement de choses, mais on apprenait à travailler, à chercher, et on devenait extrêmement curieux intellectuellement. Et moi, j'ai beaucoup appris, j'ai surtout appris à me poser des questions sur la vie, sur l'histoire, sur n'importe quoi d'autre. Et à la fin de mon cours, pour la première et la philo, mon frère Jean était allé, lui, en France terminer parce qu'il voulait faire Mathélem pour pouvoir faire ingénieur plus rapidement, enfin, etc., etc. Et moi, une fois arrivé à la philo, j'ai dit à maman, ben moi aussi, je vais aller en France toute seule. Moi, je suis capable, etc. Il n'y a pas de Mathélem, moi, je n'allais pas faire Mathélem. Ben, elle me dit, ben écoute, tu peux y aller parce qu'en fait, j'aime autant que tu y ailles à 15 ans qu'à 18. Alors, je vais aller à 15 ans, finir ma philo à Paris. Et ça s'est très bien passé. J'ai beaucoup aimé ça, mais en plus, j'ai eu une expérience de foi. Que j'ai rencontré une très chère amie à elle qui faisait de la reliure à côté d'un couvent de Clarisse. Et j'étais allée la voir et puis on faisait des grandes promenades. Puis j'avais eu une espèce d'illumination sur ce que c'était que la foi vraiment. Parce que ici, disons que le catholicisme et l'Église, c'était plutôt un truc social et pas véritablement d'engagement. Alors là, mes petites Clarisses, elles, c'était autre chose. Alors donc,
ça, quand même, ma mère est venue me chercher pensant que j'allais entrer au couvent, ce qui était absolument pas dans mes intentions, et m'a ramené à Montréal. La condition à laquelle je pouvais aller passer un an à Paris, c'est qu'en rentrant, j'étudie en anglais. Parce que maman m'a dit, tu vis avec 300 millions d'anglophones autour de toi, il faudrait peut-être que tu connaisses la langue pour au moins pouvoir parler avec ces gens-là. Et donc, j'ai décidé de faire du droit, parce que je me suis dit, c'est 3 ans, pas trop long. Et puis, bon, ça me donnera la chance. Alors, complètement transformé, parce que là, j'étais dans une université anglophone. Il y avait dans ma classe 80 garçons, 4 filles, alors que je venais uniquement d'enseignement avec les filles. Alors pour moi, c'était déjà assez impressionnant. Première réaction d'une amie à moi qui tourne la tête et regarde la classe, on est au premier rang évidemment, me dit « Ah, c'est plein de juifs ici. » Puis je regarde, bon. J'ai dit, comment tu vois ça? Pour moi, c'était quelque chose. Alors, c'était donc toutes sortes de choses qui m'apprenaient. Et ensuite, l'apprentissage du droit. Alors là, ça a commencé un petit peu à pas marcher. Parce que j'étais jeune, j'avais 16 ans, première année de droit. Et je trouvais ça d'une hypocrisie totale. Je dis, ça n'a aucun sens. On apprend des lois, des machins qui sont vétustes, qui ont rien à faire avec la réalité. Et le seul ce que font les avocats, c'est essayer de contourner finalement ce qui se passe. Alors vraiment, ça m'intéresse pas beaucoup. J'avais envie de changer le monde. On était un peu dans des périodes, c'était les débuts des années 60. Et il y avait quand même pas mal d'activités intellectuelles. C'est le début de la Révolution tranquille, les gens se réveillaient un peu, bon, etc., etc. Donc, j'ai fait cette année, je l'ai terminée à peu près correctement. J'étais bien jeune, mais quand même, j'y suis arrivé. Et après, j'ai dit, maman, non, moi, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas rester là. Alors, j'avais fait mon année en anglais, j'avais fait mes expériences, j'avais rencontré plein de monde, j'avais adoré McGill. Et finalement, je me suis ramassé à l'Université de Montréal. L'Université de Montréal, il y avait une faculté des sciences sociales à ce moment-là, qui était dirigée par un M. Garrigue, que je suis allée rencontrer, qui était lui-même anthropologue, mais qui m'a suggéré de faire de la sociologie. 17 ans. Premières expériences, on vous envoyait faire des entrevues à Pointe-Saint-Charles ou à Verdun, ou en tout cas dans des quartiers relativement pauvres. Et il fallait aller poser des questions sur l'étatisation de l'électricité ou je sais pas quoi, sur René Lévesque, des trucs comme ça. Et dans le soir, alors j'étais toute seule, j'avais 17 ans, puis je me ramassais au 3e étage à aller parler à un monsieur qui me recevait en pyjama, ou alors dans des familles 12 dans la même pièce à qui je demandais qu'est-ce que vous pensez de René Lévesque, puis que j'avais comme réponse un gros 0. Je me suis dit non, ça c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Alors j'ai dit sociologie, après 3 semaines, ça a été fini. Malgré les cours magistraux extraordinaires de Guy Rocher, tout ce truc-là, ça ne m'intéressait pas. Mais alors non, c'est ça, j'avais pas d'autre solution que d'aller en sciences politiques. Je ne pouvais pas rester je ne pouvais pas aller en anthropologie. Je ne connaissais pas ça de toute façon. Je ne pouvais pas aller en sciences politiques, dans d'autres domaines, et je ne voulais pas rester en sociologie, mais on m'a dit, sciences politiques, vous pouvez y aller. 2 ans, j'ai appris à lire un journal. J'ai appris mon histoire du Canada et mon histoire du Québec, parce que c'est pas au Collège Marie de France que j'avais appris ça. Et ça m'a intéressé, mais intellectuellement, je me disais, oui, mais le politique, c'est pas tout. Il y a quelque chose qui manque, là, de mettre l'accent seulement là-dessus, j'ai l'impression que... Et j'avais suivi pendant
parce que c'était la faculté de sciences sociales, on devait prendre des cours dans toutes sortes de disciplines, dont anthropologie, économie, démographie, etc., etc. Et j'avais suivi donc le cours de Jean Benoît, un anthropologue biologique, sur la sélection naturelle, sur la génétique des populations, etc. J'étais emballé. C'était un prof absolument intelligent et extrêmement bon, et ça m'a vraiment donné le goût de l'anthropologie. Et donc, quand j'ai fini mon bac en anthropologie, j'ai décidé que j'allais faire une maîtrise, mon bac, pardon, en sciences politiques. Très bien, je suis très heureuse, mais j'ai décidé que j'allais faire une maîtrise, au moins en anthropologie. Alors, c'est comme ça que je suis arrivé en anthropologie. Et là, ce que je te racontais tout à l'heure, je peux le raconter encore. J'étais en anthropologie, je savais plus ou moins de quoi il s'agissait, mais je savais une chose, c'est que je ne voulais pas étudier les humains. Je ne voulais pas que ça devienne comme des petits rats de laboratoire. L'anthropologie, qui est une discipline ici, qui compte 4 sous-disciplines. C'est l'anthropologie américaniste, il y en a qui appellent ça l'école de Boas, moi je préfère américaniste, donc qui est une grande discipline qui étudie les humains, qui étudie les sociétés à partir de toutes sortes d'angles. Et la raison d'être de l'anthropologie, en fait, c'est plutôt historique, c'est que ça s'est développé dans les Amériques et que le matériel était disponible autour de soi. C'est-à-dire qu'on avait autant les sociétés amérindiennes et inuites, on avait des traces de l'occupation de ce territoire-là, on avait des langues distinctes, on avait donc tout le matériel disponible. On n'a pas besoin d'aller faire de la colonisation, c'était déjà colonisé, pas de problème. Et donc on était le matériel, et c'est pourquoi l'anthropologie, pour moi, faisait du sens ici, et c'est pourquoi donc j'ai choisi d'en faire. Et là, je me suis dit, bon, je ne ferai pas d'ethnologie, parce que je ne veux pas étudier les humains. J'aurais beaucoup aimé faire de la linguistique, l'ethnolinguistique, parce que j'aimais bien les rapports entre langue et culture, langue et société, mais on n'avait pas de prof au département. Enfin, personne de... Il y en avait qui venaient de linguistique et qui étaient Lefebvre, entre autres, mais... Après ça, il y avait anthropologie biologique, physique, mais disons que j'avais pas d'affinité avec Jean Benoît. J'avais beaucoup aimé son cours, mais travailler avec lui, non, ça ne marchait pas. Puis les problèmes que posait l'anthropologie biologique n'étaient pas trop forts. Alors il restait l'archéologie. Et l'archéologie, à ce moment-là, il y avait 2 professeurs au département. Il y avait Paul Tolstoï, qui était un spécialiste de la Mésoamérique, de l'Amérique latine, en fait, parce qu'il avait aussi travaillé au Pérou, qui était spécialiste également de l'étude, méthodologiquement, de l'étude des sociétés, l'étude comparative des sociétés. Et bon, l'idée de travailler au Mexique ne me déplaisait pas parce que il fait chaud en hiver. Et puis bon, il y a des grandes civilisations, etc., etc. Et l'autre professeur, c'était Gordon Lauter, qui était un Ontarien, qui travaillait en Ontario, qui est venu au département, mais pas très longtemps, et qui travaillait aussi sur la Côte-Nord. Je ne me souviens plus des sites, même. On avait même fait un petit terrain avec lui là-bas, puis qui était aussi un théoricien, très épistémologue, enfin, était très intéressant, mais entre les deux, mon cœur a choisi le Mexique. Pour des raisons...
je dirais, théorique, l'intérêt pour ces sociétés-là, le fait que je pourrais effectivement travailler avec des petits cailloux et avec des gros cailloux, puisque c'est des sociétés assez complexes quand même. Et pour les problèmes que posait et également pour le fait que ça se trouvait dans un pays que je connaissais pas, mais qui m'attirait beaucoup. Et en dernier lieu, parce qu'il y a toujours du personnel là-dedans, parce que beaucoup mon professeur. Et tant que Paul Tolstoï était une personne qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup influencé. Puis, tout ça ensemble a fait que je me suis ramassé au Mexique dans les années, 60, je m'en souviens plus, début du 70, dans ces coins-là. Alors, donc, j'étais partie pour 3 mois pour aller faire un terrain avec lui, premier terrain, et je suis restée 2 ans. Je suis devenue son assistante de recherche. J'ai succédé à un autre étudiant, André Guénette, qui lui était rentré ou était reparti ailleurs. Et j'ai donc travaillé avec lui. Ça a été mon premier terrain dont je vais reparler tout à l'heure, parce que sinon j'en finirai pas. Et donc ensuite, je suis, au moment où j'ai terminé ces 2 années-là, je me suis dit qu'il faudrait peut-être que je fasse autre chose. J'ai pas fini ma maîtrise au département d'anthropologie, puisque j'étais parti, et que Tolstoï était parti aussi, il était retourné à Queen's College. Et donc, j'avais décidé de demander de faire application pour devenir prof, pour devenir prof, pour faire un doctorat. Et je voulais être plutôt dans le nord-est, alors j'ai fait application à New York, à Columbia, à Yale et au Michigan, je pense, où était Ken Flannery, un anthropologue que j'appréciais beaucoup. Et finalement, c'est à Yale que j'ai été accepté et où j'ai fait mes études de doctorat qui m'ont ramené au Mexique et qui m'ont ramené au thème de recherche qui était celui que j'avais fait avec Paul Tolstoï, c'est-à-dire les premières civilisations, la civilisation Olmec et ses manifestations dans toutes les régions de la Mésoamérique. Et donc j'ai fait un terrain dans l'état du Guerrero. Je vais aussi peut-être dire comment ça s'est produit dans ce bel état du Guerrero qu'on connaît maintenant beaucoup mieux depuis ces derniers mois, d'ailleurs. Mais donc, c'était la raison pour laquelle je me suis ramassé là, c'est que quand on fait un doctorat aux États-Unis et en archéologie, il faut faire un terrain original. Il faut surtout ne pas travailler avec une équipe. Il faut absolument que ce soit totalement monté. En tout cas, c'était le cas dans les années 70 par la personne. Et donc, le projet que j'avais, c'était d'aller, dans un premier temps, trouver des témoignages ou des lieux où je pourrais approfondir ma connaissance de la présence Olmec ailleurs que dans les basses terres du Veracruz-Tabasco. C'est un peu compliqué, mais tout à l'heure, peut-être que je peux en parler. Et donc, je suis allé faire cette première enquête et j'ai trouvé un endroit où on m'avait dit qu'on avait trouvé une stèle avec un profil qui était celui d'un personnage Olmec. Et cette stèle se trouvait donc dans un village qui s'appelait Amuco de la Reforma, qui se trouvait dans les Tierra Caliente du Guerrero, donc dans le nord-ouest du Guerrero. Et donc, quand je suis rentré à Yale, à New Haven, mon directeur, Michael Coe, m'a dit « C'est là que tu vas aller faire ton terrain. » J'ai fait mon terrain, j'ai fait de l'analyse, j'avais dans le début de la vingtaine, j'étais totalement seul dans un territoire assez dangereux à cette époque-là. Les gens me disaient « Mais tu ne vas pas aller vivre au Guerrero, ils vont te tuer, c'est machin, etc. »
Finalement, on m'a pas tué. J'ai été très protégé. Ils se tuaient entre eux, mais moi, ils ne touchaient pas parce que j'allais simplement aller étudier les anciens, ce qu'on croyait plus ou moins, mais enfin, c'est pas grave. Et donc, j'ai terminé. Et là, je vais tout de suite arriver à ça. Pendant que j'ai terminé mon terrain, et je suis rentré à New Haven. Et à ce moment-là, il y a Guy Dubreuil, qui était directeur du département à Montréal, du département d'anthropologie, qui m'a invité à venir le rencontrer dans le but de voir si je ne serais pas intéressé à venir au département d'anthropologie. C'était une très belle époque qui était loin d'exister aujourd'hui. Et donc, ça faisait quand même 8 ans que j'avais quitté Montréal, parce que j'avais quitté 2 ans, puis après ça, j'avais fait 3 ans. Ça faisait 5 ans, 7, 8 ans, c'est ça, 7 ans que j'avais quitté Montréal. J'avais eu peu de contact avec Montréal et ça me faisait très plaisir d'y revenir. J'avais eu aussi une autre offre de Winnipeg, je pense, et je me suis dit non, là, ça fait assez longtemps que j'ai été loin, je pense qu'en tout cas, alors, je suis allé rencontrer Guy Dubreuil, qui était avec Franck Auger, qui l'a remplacé après. Et Guy Dubreuil, enfin, on a parlé, et finalement, j'ai pas eu à donner de conférence, j'ai pas eu à rencontrer personne. On m'a offert donc un poste, j'avais pas mon doctorat quand même, un poste de chargé d'enseignement, quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui, qui est l'équivalent de adjoint sans thèse. Alors, jusqu'à ce qu'on ait la thèse, on était professeur adjoint. Et c'est comme ça que j'ai commencé au département d'anthropologie. Nous étions 11 à ce moment-là. Il y avait une femme, alors avec moi ça faisait 2, Gilliane Sankoff, qui a quitté quelques années après. Il y avait des anthropologues de toutes les disciplines. Franck Auger, Guy Dubreuil, Jean Benoît, Paul Tolstoï. Non, Paul était parti, excusez, Paul Tolstoï n'était pas là. Qui c'est qu'il y avait? Non, en tout cas, je veux dire, Pierre Bocage était là, Bernard Bernier était là, Jean-Claude Muller était là, Lionel Vallée était là. Donc, à peu près là, peut-être d'autres noms, mais je oublie. Jacques Gomila était là. Et donc, ça, c'était dans les années 72, 42 ans. Pas mal, hein? Alors, c'est loin quand même. Hein? Et donc, c'est un département qui était très agréable. On sentait, et ça, c'est une chose, à cette époque-là, je dirais, avec des gens qui étaient impliqués, assez jeunes. La moyenne d'âge était relativement jeune, et c'est certain que j'augmentais un peu, parce que moi, j'étais dans le 25 ans, à peu près, quand je suis entré. Et même moins, en tout cas. Et donc, les discussions étaient intéressantes. C'était l'époque donc où la société québécoise s'était quand même transformée beaucoup. La Révolution tranquille avait eu ses effets, les cégeps, moi je n'avais pas connu les cégeps, l'Église qui avait pris une débarque assez fantastique, même il n'y avait plus de recteur religieux à l'Université de Montréal, ce qui était quand même une première. Et donc, il y avait également, c'était une époque où les tendances théoriques au département étaient, en tout cas du point de vue de l'ethnologie, pas tellement en archéologie, mais un peu pas d'opposition, mais de cohabitation, de structuralisme et de marxisme. Il y avait quand même une implication assez forte des professeurs en ethnologie dans la pratique politique. Je pense que Pierre Bocage
plus particulièrement, qui s'était vraiment engagé comme une personne qui s'engageait. Et ça pouvait causer des problèmes, pas tellement entre les collègues, parce que ça, on est assez grand pour pouvoir se défendre, mais c'est plutôt pour les étudiants. Pour moi, il y avait un problème là c'est comme un prêtre qui veut enseigner et poursuivre. Alors, je vais juste dire une petite histoire qui est charmante, c'est que Pierre Bocage était voisin de moi au département. Et je m'attendais toujours à ce qu'il vienne un peu me prêcher ou me... Puis un jour, j'ai compris qu'il me dérangerait, il m'ennuierait jamais, jamais avec les histoires de matérialisme historique ou d'engagement marxiste, puis, etc., etc. Parce que pour lui, j'étais une bourgeoise finie. Et que donc, il ne pourrait jamais me convaincre. Alors, Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, toute cette époque, c'était une époque où, malgré les différences d'engagement politique, le département, on n'a jamais eu de gros problèmes. Puis ça a commencé dès cette époque-là. C'était vraiment un département où il y avait le respect de l'espace de l'autre. Et jusqu'à ce jour, malgré toutes les transformations, et pourtant j'ai entendu des histoires d'autres départements, je ne parlerai pas de quel département, mais en sociologie chez nous, en anthropologie à McGill, enfin il y a vraiment des choses, nous sommes privilégiés. Et je pense que c'est ce respect de l'espace de l'autre, confrontation à certains moments, surtout quand il y a des nouvelles nominations de professeurs, mais qui sont vite reléguées, faut dire. Alors, voilà pour le début de ma carrière.